Vas-y, fais le croisement, Quand ils se croisent, Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? 1 km 2. C'est ça, ouais, à vitesse max 1,2 km par seconde. Voilà. Exactement. J'ai bien envie de Et il a bien écouté. Mon patch de la 50S, ça c'était mon casque aux États-Unis. En route vers Lyon. C'est parti, on va prendre le train. On a été pick-upé par... Présente-toi. J'ai hyper gêné d'être derrière la caméra. Hyper gêné derrière la caméra, voilà, par un spécialiste de derrière la caméra d'habitude, mais dans l'autre sens. En tout cas, t'as mis les bonnes lunettes de pilote aujourd'hui. Mais oui, j'ai pensé à toi, j'ai mis parfait. les lunettes d'aviateur. On a les lunettes d'aviateur, donc tout va bien. Moi, je mets même pas de lunettes d'aviateur. Voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on a dans le backseat? Backseat, on a Brian Cantero, cofondateur de Square Champs, voilà, qui accompagne plus de 250 champions, aventuriers, pilotes de chasse, voilà, pour les rendre accessibles en entreprise, créer du sens, des formats hyper inspirants autour d'eux. Et aujourd'hui, on est avec Pierre-Henri, on fait un shooting photo. On va à Fourvière. On va à Fourvière. Sur les hauteurs de Lyon. Voilà, donc si vous êtes de Lyon, on est passé à Fourvière. Lyon égale bouchon. Ah, Lyon, le bouchon lyonnais. Brian si présent, ancien champion de France, avec un S. Un champion. Plusieurs titres effectivement. Ouais. Dans quelle catégorie, dans quel sport? 1500 mètres, donc athlétisme, donc également cross-country, donc distance un peu plus longue pour travailler un peu le travail foncier, pour être prêt justement l'été, donc dans la boue, un peu voilà, sport de besogneux. Et puis voilà, j'ai été champion de France une fois en jeune et une fois en senior. Aux États-Unis et chez les Anglais, j'avais entendu l'expression, c'est la puking distance. To puke, c'est vomir. Ah ouais. C'est la distance qui fait vomir. Ouais, je pense que ça en fait partie, en tout cas avec le 800 mètres et le 400 aussi, où là on prend une belle dose d'acide lactique. Mais le 1500, oui, c'est un sprint long et c'est une distance qui est quand même assez violente. Et le 1500, du coup, en combien de temps? 3 minutes 36, 800e. Voilà. J'ai pas passé la barre des 3,36, je me suis arrêté. 3,36, 800e. Ah oui, ça avance. Ouais. Et le record du monde, c'est combien pour avoir 10 secondes de moins, 3,26. En pourcentage, c'est pas beaucoup moins en fait. Donc t'es pas loin. Pas tant que ça, ouais. Je pense que j'aurais pu être un tout petit peu plus rapide, gagner 2-3 secondes, mais ça reste un record honnête, on va dire. Ah oui, c'est plus qu'honnête. Du coup là t'es derrière moi, mais si on faisait la course à pied, tu serais devant quoi. Certainement. Parfait. Alors moi j'ai une petite question pour toi. Le 14 juillet, je vais proposer à mes followers là, qui préparent des concours militaires de se tester au test militaire de l'US Navy. Ouais. Le test militaire du US Navy, c'est maximum de pompes en 2 minutes, maximum d'abdos en 2 minutes et un 1.5 miles qui fait 2 km 4. Un 2 km 4, toi tu le gérerais comment? Moi, si je devais gérer ce format-là, je partirais peut-être en négatif split, donc c'est-à-dire partir un peu plus doucement la première portion, en tout cas le premier kilomètre, et puis petit à petit accélérer progressivement pour en avoir encore un peu sous la pédale, et puis les derniers 500 mètres, les derniers 400 mètres, bon bah là faut tout lâcher. Donc t'essaierais de pas te charger en acide lactique au début et c'est le piège. Ouais, faut pas se mettre dans le trou parce que faire 1 kilomètre avec les jambes en compote, c'est assez compliqué. On sent l'expérience, on voit dans les yeux la douleur qui remonte et le stress post-traumatique. Des courses kamikazes en passant en 2,20 au kilomètre, donc sur des bases assez solides, et puis derrière il n'y a plus personne, il reste 400 mètres à faire et c'est un long chemin de pro. Alors, et dans l'entrepreneuriat c'est pareil? Faut savoir faire du négatif split ou faut être à fond tout le temps? C'est des sprints quotidiens, mais version marathon, donc c'est assez compliqué. Même psychologiquement, il faut toujours prendre un peu de recul et savoir souffler, mais en tout cas, ouais, c'est une très belle course, très difficile. Donc on retrouve pas mal de similitudes avec le sport de haut niveau et c'est ça aussi qui fait monter un peu l'adrénaline. Et puis du coup, les start-upers, anciens sportifs de haut niveau, ça se passe bien? Habitués à l'effort? Habitué au doute? Généralement ça se passe bien, en tout cas on a des bonnes valeurs, il y a plein de choses qu'on peut mettre justement en exergue sur ce qu'on a vécu justement dans nos carrières de sportifs de haut niveau, et maintenant c'est un monde différent, il y a une concurrence différente, il faut une création différente, donc il y a tout à réapprendre, mais en tout cas on essaie de le faire bien. Voilà. Parfait. Et donc là on a la chef de la créativité quand même. C'est toi qui m'as rajouté un drapeau français sur les joues.
C'est ça. Une petite séance d'entraînement pour préparer un 2 km 5, ça serait quoi? 3 x 1000, c'est une bonne séance avec 2 minutes 30 de récup sur des allures après VMA. VMA quoi. Ouais. Mais allure VMA c'est pas mal et puis partir toujours un peu en dedans la première portion, être bien à la seconde portion peut-être à 100% ou à peut-être 110% de votre VO2 max et puis sur la dernière voilà partir sur la même allure que sur votre deuxième portion et le dernier 500 mètres là vous pouvez lâcher les chevaux et ça fait toujours bien de débrider un peu la machine. Ouais. Donc quand tu dis portion, c'est pas le 1000, c'est à l'intérieur. Tu découpes en gros ton 1000 en 300 mètres. Et donc, exactement. Et donc c'est pas juste comme on voit dans le programme d'entraînement faire je vis tel temps et je prends une allure constante. C'est tu viens bien prendre des allures différentes fonction d'où t'en es de ton 1000 mètres. Quoi. Généralement, le fait de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort et varier les allures, ça permet de progresser. Voilà, si on est toujours sur la. Donc je pense que ça c'est le beau type que tu donnes. Effectivement, c'est même quand tu joues le chrono ou de l'allure, tu peux varier ton allure à l'intérieur de. Exactement, ouais. Sans forcément aller plus vite en termes de chronométrique, mais en termes d'effort, voilà, on aura des sensations un peu différentes. On se pousse un peu, on sort sa zone de confort et puis on progresse un peu plus rapidement. Bon, on n'a pas fait un tour dans les bouchons lyonnais pour rien. Il s'appelle comment ce parc ici, Brian? Le parc des curiosités. Le parc des curiosités. Alors ça c'est mon sac à casque américain. C'est un sac classique dans lequel on peut mettre un casque. Je vais vous montrer dans 30 secondes. Et dessus, c'est traditionnel, on vient mettre des patchs. Donc moi j'ai participé à Enduring Freedom à bord du Lamotte Piquet en 2006, d'où ce patch. Naval Aviation Schools Command, c'est vous voyez, c'est les ailes américaines, les Wings of Gold. Donc c'était tout ce qui est formation aux US. US Naval Aviation, c'est l'aéronavale américaine. On a le petit patch qui va bien. Mon patch de la 50S, EOPAN Chuet, élève officier pilote de l'aéronautique navale. EIP 50S, c'est l'escadrille qui fait tout ce qui est sélection initiale. Le musée de Pensacola, que je peux que vous recommander. Un petit patch des Blue Angels, parce qu'on voit plus, mais j'avais réussi à me le faire dédicacer par un des pilotes des Blues. Et le Texas, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ce casque, et ce sac à casque, j'étais en poste au DLI au Texas. Alors voilà. Alors ça c'était mon casque aux États-Unis qu'on a le droit de garder après notre temps d'armée aux US. Et très rapidement, comment fonctionne un casque de pilote de chasse? On a la visière, voilà, qu'on peut changer, ça se dévisse et on peut changer la visière et mettre une autre pour les vols de nuit par exemple. On a ce qu'on appelle le groin. Le groin, ça se dévisse, ça s'ouvre d'un côté. Voilà, ça s'ouvre d'un côté et là vous voyez qu'on a le micro. Donc c'est par là qu'on va pouvoir communiquer et qu'on va nous entendre à la radio, c'est grâce au groin. C'est pour ça que c'est important de le laisser fermer. Là on a les petites oreillettes, ce qui fait perdre les cheveux et c'est pas mal. On a différents réglages possibles à l'intérieur et là on a l'arrivée, tout simplement l'arrivée d'oxygène qui arrive directement dans le groin, qui peut être en surpression, et ça c'est du câble radio, et ça c'est de la jugulaire qui doit bien être maintenue, sinon en cas d'éjection on peut perdre le casque. Donc voilà, le modèle français est différent, on a notamment 2 visières, mais on en parlera une autre fois, et c'est rangé avec un numéro de série. Moi c'était le 304. On vient de finir le shooting sur les hauteurs de Lyon, c'était le programme de la matinée avec Square Jump, pour avoir des images, pour illustrer un podcast qui sort en septembre, qui s'appelle Extraterrien, pour lequel j'étais invité, et dans lequel j'adapte un petit peu les méthodes de l'aérien au monde du développement personnel. Prochaine étape, c'est un petit restaurant en centre-ville, et puis derrière, conférence à la maison du management. C'est parti! Merci beaucoup. À la prochaine. Allez. Ciao. Merci. Ciao. Pourquoi est-ce que je me retrouve invité à des endroits comme la maison du management et même en octobre au salon du management pour partager mon expérience? Tout simplement parce que les méthodes de l'aérien peuvent s'utiliser bien au-delà du cockpit, c'est d'ailleurs le nom de mon TEDx. Un petit exemple tout bête, si vous êtes prêt à faire un peu de maths, je vais vous démontrer que votre cerveau fonctionne de manière linéaire. Allez,
c'est parti. Pour pouvoir faire cette petite expérience, regardez où se trouvent les commentaires parce que je vais avoir besoin qu'en temps réel, vous marquez quelque chose dans les commentaires. Vous inquiétez pas, on va pas vous fliquer, c'est plus pour vous pour participer. Ou si vous voulez pas marquer dans les commentaires, marquez-le sur une feuille de papier, mais jouez le jeu, ça vous permettra de vous rendre compte de comment votre cerveau est programmé. Imaginez, vous recevez un coup de fil, votre cousine, votre tonton, votre nièce, n'importe qui, est actuellement en entretien d'embauche en Amérique du Nord et il a besoin de votre aide pour décider entre deux packages de rémunération. Le package A et le package B. Le contrat, c'est un CDD de 49 jours et on lui propose dans le package A de commencer à $100 par jour, puis d'être augmenté de $100 chaque jour. Ça veut dire quoi? Jour 1 sur 49, on le rémunère $100. Jour 2 sur 49, on le rémunère $200. Jour 3, $300. Et comme ça pour 49 jours. Ça, c'est le package A. C'est pas mal, hein? Plutôt cool. Le package B, on lui propose 1 centime le premier jour et on double sa rémunération chaque jour. Premier jour 1 centime, deuxième jour 2 centimes, troisième jour 4 centimes et ainsi de suite. Ça, c'est le package B. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux faire le package A ou le package B? Alors, mettez-le dans les commentaires. Package A ou package B. A, $100, on augmente de $100 chaque jour. B, 1 centime. Et on double la rémunération chaque jour, ce qui nous fait la première semaine $1,27. La bonne réponse, c'est le package B. De manière générale, j'ai posé la question à 5000 personnes, c'est généralement 60% de package A qui sortent dans les réponses. Très bien, donc maintenant qu'on a dit que c'était le package B, j'ai une deuxième question et c'est là où ça devient intéressant. À votre avis, le package B vaut combien de fois le package A? A, $100 et on augmente de $100 chaque jour, ça fait $122 500 sur 49 jours. À votre avis? Alors mettez-le dans les commentaires ou écrivez-le sur une feuille. Allez, du tac au tac. Le package B, à votre avis, vaut combien de fois le package A qui vaut $122 500? Tic, tac, tac. Les maths en public, c'est pas facile. Vous êtes caché derrière votre écran, vous inquiétez pas. La bonne réponse, c'est que le package B vaut quasiment 46 millions. J'ai bien dit 46 millions, quasiment, hein, je ne vous donne pas le chiffre exact. 46 millions de fois le package A. Il y a de grandes chances que vous étiez assez loin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nos cerveaux réfléchissent de manière linéaire, même si avec la crise du Covid, on a beaucoup parlé d'exponentialité. Package A, c'était une croissance linéaire, package B, exponentielle. En quoi ça vous intéresse? Tout simplement, vous venez de vous rendre compte que votre cerveau fonctionne principalement de manière linéaire. Or, on est dans un monde qui est en croissance technologique exponentielle. Loi de Kryder, loi de Moore, toutes ces choses-là, ce qui se fait qu'on arrive bientôt à avoir la 5G. Rappelez-vous l'Edge, rappelez-vous les capacités de stockage. Là, moi, j'ai un tout petit téléphone, capacité de calcul, des ordinateurs, toutes ces choses-là, ça croît suivant des règles exponentielles, là où nos cerveaux sont encore dans un raisonnement linéaire. Donc on a commencé au Moyen-Âge notre croissance exponentielle technologique, et si on parle autant de disruption dans les années qui viennent, c'est tout simplement parce que cette croissance exponentielle de la technologie va avoir un impact extrêmement fort et que nos cerveaux, à l'heure actuelle, réfléchissent de manière linéaire. Or, dans l'aérien, on a passé le mur du son il y a un paquet d'années, il y a plus de 70 ans. D'un point de vue règle de vol, je suis sûr qu'il y a des ingénieurs parmi nous, on est passé d'une altitude maximum linéaire à quelque chose d'exponentiel avec le passage du mur du son. Et c'est pour ça que moi, principalement, maintenant mon métier, c'est partager les best practices, comme on dit, le meilleur des méthodes qui fonctionnent et qui vous permettent de survivre dans un environnement exponentiel. C'est ça l'idée. Maintenant il est tard, moi je vais rentrer chez moi parce que j'ai des mails et des commentaires auxquels répondre et des vidéos à éditer. Allez, très bonne soirée, j'espère que ce format vlog vous a plu. Allez, fly safe.